conférence, vous n'aviez jamais entendu parler de Tiny House. Ok, donc il y a déjà quelques années ou assez récemment, pour redonner un peu d'historique sur le mouvement des Tiny, c'est un mouvement qui est apparu aux États-Unis au début des années 2000. La première personne à avoir construit une micro-maison en bois sur une remorque mobile s'appelait Jay Schaeffer. Comment? Au début des années 2000. Il y en a qui ne sont pas en muet. Voilà, merci. Et le mouvement a pris pas mal d'ampleur avec l'ouragan Katrina notamment, où il a fallu reloger rapidement un grand nombre de personnes. Ça a boosté un petit peu le mouvement des Tiny aux États-Unis, avec la crise financière aussi, où il y avait besoin de reloger aussi à bas coût. Et puis le mouvement est arrivé en France en 2013, donc il y a 8 ans. En baie du Mont-Saint-Michel. Les premiers constructeurs de Tiny House en France, ils étaient en baie du Mont-Saint-Michel. Et depuis 2013, ça essaime assez vite et assez fort en France, avec un bassin assez prononcé dans le Grand Ouest, avec pas mal de constructeurs en région Bretagne, Normandie, Grand Ouest en général, mais aussi d'autres qui essaiment et qui fleurissent un petit peu partout en France. Alors, là, je vous pose à nouveau une question, ça va former un nuage de mots à l'écran. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez aux tiny house? À quoi vous associez des tiny house? À quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que vous avez lu, vu, entendu sur les tiny? Et du coup, au partage, ça permettra de nourrir un peu ce que je vais pouvoir vous raconter sur les tiny. Donc, vous pouvez rentrer 3 mots chacun. À nouveau, je répète, s'il y en a qui nous ont rejoints en cours, vous pouvez participer au quiz interactif en ouvrant un portable à côté avec les instructions en haut de la slide. Ok, minimalisme 2 fois, écologie, flexibilité, nature, sobriété, bois, cocon, liberté, cabane, éco, sobriété, petit, minimalisme, bois. Ok, super. Merci beaucoup. Effectivement, il y a d'autres réponses qui continuent à arriver. Strict minimum, ok, c'est notre manière d'exprimer la sobriété, le petit. Écologie, état d'esprit, ouais, état d'esprit, minimalisme, sobriété, essentiel, retour à l'essentiel. Ok, effectivement, les tiny house, c'est un peu tout ça. C'est un habitat qui est volontairement tout petit, dans lequel l'invitation, c'est de se limiter à l'essentiel, de revenir à l'essentiel, de se débarrasser de tout ce qui est superflu. Donc avec des maisons qui font en surface pas plus de 14 mètres carrés en général, et puis souvent il y a une mezzanine donc qui rajoute 4, 5, 6 mètres carrés pour le couchage. Donc on est sur une surface au sol de moins de 20 mètres carrés pour une maison avec toutes les fonctionnalités qu'on pourrait trouver dans une maison traditionnelle. Ici vous avez parlé de bois, d'écologie, donc effectivement c'est un habitat qui est construit avec des matériaux naturels, renouvelables, idéalement sourcés localement aussi. Et donc, il y a un grand soin qui est apporté au choix des matériaux avec, c'est une structure bois, du bardage à l'extérieur, du lambris à l'intérieur qui est en bois. L'isolation, en général, on utilise un isolant qui s'appelle Biofibre, un mélange de lin, chanvre et coton qui est couramment utilisé par de nombreux constructeurs. Donc voilà, une maison qui stocke du carbone plus qu'elle n'en émet dans la mesure du possible. Et puis après, il y en a qui ont parlé de flexibilité, liberté, par rapport au fait que, vous le savez sûrement, c'est des maisons qui sont construites sur remorque avec des roues, donc qui sont mobiles. Donc on peut déménager avec sa maison sur le dos, comme une caravane ou un camping-car, mais version écologique avec une allure de petite maison en bois. Et il y en a qui parlent aussi de nature, voilà, cette envie aussi, ça va avec la sobriété, le minimalisme, le fait d'avoir peu de choses, c'est aussi une invitation à se reconnecter à son environnement, à l'extérieur, à la nature autour. Et cocon, moi je partage aussi cette idée-là.
Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de rentrer dans une tiny house, de passer un moment dans une tiny house, mais du coup, cette atmosphère bois, c'est aussi super chaleureux. C'est effectivement un petit cocon dans lequel, en général, on se sent bien. Donc voilà, par rapport à tout ce que j'ai partagé ici, l'invitation, c'est de classer, on pourrait voir 4 avantages majeurs. Après, il y en a sûrement plein d'autres, mais en tout cas, c'est moi ce qui m'a touchée particulièrement, ce qui m'a attirée vers la tiny house. Le minimalisme, le petit prix, la liberté géographique, la construction écologique. Vous, est-ce que tout ça, ça vous parle et qu'est-ce qui est le plus important pour vous et dans quel ordre vous classeriez ces avantages de la tiny si vous deviez, si vous deviez les classer? Et pour commenter, l'aspect petit prix, c'est peut-être une question que certains d'entre vous se posent. En termes d'ordre de grandeur, en France, quand on fait construire, une tiny par, un professionnel français, une tiny clé en main, donc qui est, tout équipée, avec, tout l'ameublement à l'intérieur, même l'électroménager, sur mesure, adapté aux dimensions, voilà, clé en main, il y a vraiment plus qu'à mettre ses draps et à dormir dedans. C'est de l'ordre de 60 000 € et après on peut aller chercher des prix, inférieurs, si en achetant par exemple, il y a des constructeurs qui font qui offrent, la construction uniquement de la coquille, qui construisent, voilà, les 4 murs, le toit hors d'eau, hors d'air et puis après, on se débrouille tout seul pour faire l'aménagement intérieur. Là, les prix, c'est plutôt autour de 40 000 € et il y en a qui construisent, leur tiny house en autoconstruction et là, qui arrivent, parfois à s'en sortir pour 30 000 €, un peu moins selon le choix des matériaux. OK, donc je pense que c'est aussi, donc là, les réponses qui ressortent en premier, c'est la construction écologique, peut-être aussi par rapport au public, qui est touché, par, l'association aux actes citoyens, le minimalisme, la liberté géographique et le petit prix. Moi, c'est vraiment ces 4 aspects-là qui m'ont attirée, vers la tiny, le fait, voilà, je recherchais, un mode d'habitat qui soit, cohérent par rapport à mes aspirations écologiques. Ça faisait, j'ai beaucoup voyagé pendant quelques années avec une valise, de 23 kilos toujours avec moi et je me rendais compte que finalement j'avais pas besoin de beaucoup plus que ça pour être heureuse et voilà, ça j'ai compris aussi à ce moment-là les bienfaits de vivre, avec, peu. La liberté géographique, aussi, ça avait beaucoup de sens pour moi de me dire, voilà, selon les opportunités professionnelles, je peux avoir ma maison quelque part pendant un temps et puis après, selon les opportunités, potentiellement, déménager, avec ma maison et je me sentirais moins, contrainte de rester quelque part, parce que je suis propriétaire de ma maison et le petit prix aussi, l'idée de pouvoir être, propriétaire, d'une maison, qui répond à mes besoins pour 60 000 € et ne pas avoir à m'endetter pour, tout le reste de ma vie, c'était des arguments qui me parlaient, beaucoup. Merci pour, votre participation. Du coup, je vais vous faire visiter, Suzy. Suzy, c'est, la tiny house que j'avais, dessinée pour moi à la base. Suzy, c'est le diminutif de Sustainable Systems, c'est le nom du master que je faisais en Australie quand le projet a démarré. Donc ici, je suis sur le site de l'Atelier des Branchés. C'est les constructeurs, avec lesquels je travaille. C'est eux qui ont construit, ma tiny house, Suzy et puis un bon nombre des tiny houses qui se trouvent au Petit Village, aujourd'hui et donc si vous allez sur leur site internet, il y a toutes, leurs, tiny houses qui sont en photo et ils proposent une visite en 3D. Du coup, je vais vous emmener en visite 3D avec moi et je vais vous voilà, là, on entre dans Suzy, donc par le petit porche qui est là. Ici, on est dans le salon avec, cette grande fenêtre, œil de bœuf, cette grande fenêtre, ronde avec une allure un peu, marin. Là, il y a les escaliers pour monter à la mezzanine, des escaliers qui servent aussi de rangement. Vous voyez une petite bibliothèque. Dans la dernière marche des escaliers, c'est un micro-ondes. Ici, il y a un bar avec une tablette, rabattable. Là, dans les escaliers, on l'a vu rapidement, il y a une penderie. Là, on est dans la salle de bain. Vous voyez, c'est une douche, classique 80 par 80 comme vous avez peut-être chez vous, un miroir, des toilettes. Ici, c'est des toilettes à eau, mais on peut mettre des toilettes sèches et en général, c'est plutôt des toilettes sèches. On pourra en rediscuter si vous voulez.
La, la, la cuisine, j'ai même le luxe d'avoir une machine à laver, voilà, un évier, 2 feux, un frigo, tout ce qu'il faut pour faire la cuisine. Et puis après, vous voyez la petite bibliothèque cachée dans la marche ici des escaliers. Et après, on monte à l'étage et il y a le lit 140 par 190, classique aussi, une petite table de chevet de chaque côté, des fenêtres de chaque côté et puis du rangement supplémentaire au pied du lit pour ranger des vêtements. Donc voilà. Et ce que vous pouvez remarquer aussi, je ne sais pas si... voilà, ça c'est de l'extérieur, on voit qu'il y a beaucoup de fenêtres sur tous les murs, il y a des fenêtres, des grandes fenêtres, et donc ça a beau être petit à l'intérieur, c'est tellement ouvert sur l'extérieur avec toutes ces fenêtres qu'il y a vraiment une impression d'espace. Et j'ai déjà fait rentrer dans une tiny house une personne claustrophobe qui était surprise de se sentir bien, et ça on a supposé que c'était grâce aux fenêtres. Et la hauteur sous plafond aussi, il y a 3,20 m ici quand on est dans le salon sous plafond. Voilà pour la petite visite guidée. Si je reprends ici, voilà, vous montrer aussi. Donc effectivement, c'est une maison mobile. Donc vous voyez, elle est construite sur remorque. Donc elle est construite vraiment sur le châssis de la remorque. Elle est solidaire de la remorque. On ne peut pas la détacher de la remorque. Et donc pour la déplacer, il suffit de venir prendre un véhicule, pas n'importe quel véhicule, un véhicule un peu costaud qui peut tracter 3,5 tonnes parce qu'elle pèse 3,5 tonnes. On attache la maison, on la débranche si elle est déconnectée à l'eau, l'électricité, et puis on peut l'emmener en balade. Et donc ça, c'est une petite vidéo. Voilà la petite vidéo réalisée en drone de Suzy, du coup dans les paysages bretons à proximité de l'atelier des Branchés. Ils sont à côté de Rennes. Quand on avait fait voyager Suzy jusqu'à Paris pour l'exposer à la foire de Paris. C'était il y a 2 ans. On avait profité pour faire cette petite vidéo en drone. Donc c'est voilà, une maison mobile qu'on peut déplacer. Voilà, en fait, moi, je préfère dire déplaçable que mobile parce que c'est pas non plus aussi mobile qu'une caravane ou qu'un camping-car. C'est quand même assez lourd. Voilà, on peut la déplacer si besoin. Après, c'est pas non plus recommandé de traverser la France avec tous les 2 matins. Mais en tout cas, c'est possible. Et du coup, maintenant que vous avez bien compris ce que c'était que les tiny, tout ça, on pourra rediscuter au moment des questions de tous les aspects réglementaires, législatifs. Vous raconter un peu l'histoire du petit village. Donc le petit village, c'est un village de tiny house. Aujourd'hui, c'est le premier, encore le seul village de tiny en France. Après, ça va pas tarder à fleurir ailleurs. J'ai confiance en ça. Et donc, on a inauguré le petit village en septembre 2019, il y a 1 an et demi, avec 5 premières tiny house, principalement louées à des étudiants. Et en 1 an et demi, ça a bien grandi. Aujourd'hui, il y a 16 tiny qui sont installées. Il y en a certaines qui sont louées à des étudiants pendant toute la période scolaire. Il y en a une qu'on réserve pour faire de l'accueil de court séjour des personnes qui souhaitent venir s'immerger dans le petit village pour une nuit, un week-end, une semaine. On a des tiny, aussi des personnes qui viennent s'installer avec leur propre tiny dans le petit village. Et voilà, au total, on a 21 emplacements. Donc on va encore accueillir, on a encore la place d'accueillir 5 tiny et il y en a quelques-unes qui sont prévues dans les prochains mois. Et après, le village sera au complet.
Alors pour continuer à vous raconter, voilà le petit village. Attends, je vais remettre en plein écran. OK. Le petit village, moi je vois vraiment ça comme un laboratoire, d'expérimentation, où l'idée c'est d'essayer, plein de trucs, pas forcément de dire que c'est, la solution à tous les malheurs de la terre, mais en tout cas on essaye de faire les choses un peu différemment, de faire les choses différemment sur, plein de volets. Le premier volet, c'est, celui de est-ce que c'est celui-là le premier? Ouais. Celui de la biodiversité. Donc vous l'avez compris, les tiny, elles sont construites sur remorque, donc elles font partie de la grande famille, qu'on appelle de l'habitat léger ou l'habitat réversible. Donc on peut, installer une tiny sans avoir à construire de fondation, donc sans avoir à couler du béton et donc sans altérer la nature des sols et ça, c'est un enjeu, crucial, aujourd'hui. Le premier élément, qui impacte la biodiversité aujourd'hui, c'est le changement d'usage des sols avec, l'urbanisation. Et donc, ici sur le terrain du petit village qui fait, 3 500 m², on a créé donc à terme, il y aura, 21 logements sans avoir, du tout touché à la nature des sols et donc dans l'idée, si demain, toutes les tiny, ont d'autres projets, repartent, voilà, le terrain, il retrouve complètement son état naturel, comme si s'était jamais rien passé et donc cette notion de réversibilité, elle est super importante, dans le projet et voilà, un enjeu majeur de respect de la biodiversité, au-delà du coup de ce qu'on essaye de replanter aussi, d'arbres fruitiers, de fleurs et tout ça pour, favoriser, les pollinisateurs, les oiseaux, les insectes et tout ça. Après une expérimentation aussi, d'un point de vue éducation, dans le sens où le premier public visé par le petit village, c'est celui des étudiants. Alors aujourd'hui, il y a pas que des étudiants qui vivent au petit village, il y a aussi, des personnes, des jeunes, travailleurs, il y a une femme de 60 ans qui est venue s'installer avec sa tiny, elle a débarqué hier avec sa tiny au petit village donc voilà, il y a un peu tous les âges, un peu tous les profils et l'idée, c'est, voilà, créer ce petit village pour sensibiliser les gens, en particulier les jeunes, mais plus globalement tout le monde, aux manières, alternatives, d'habiter la terre et du coup, ces enjeux, écologiques, au sens large. Donc une vraie vocation de sensibilisation, du projet par l'exemple. Expérimentation autour de l'alimentation aussi. Il y a une habitante au petit village, qui a aménager un petit espace, pour, installer 3 poules qui ont, leur propre petite tiny, à côté de Suzy. Voilà, il y a des poules, il y a des espaces, pour planter, pour cultiver, des choses et se reconnecter, un petit peu, aux saisons, à ce qui pousse, chez nous. Voilà, l'intérêt de vivre dans un grand jardin avec une grande pelouse, c'est qu'on a la place de faire pousser des trucs. On a planté des arbres fruitiers, aussi, à la fin de l'hiver qui devrait donner des fruits dans les prochaines années. Une expérimentation autour du vivre ensemble aussi avec l'idée, voilà, l'idée c'était pas de faire comme dans un camping où souvent, il y a des mobil-homes, qui sont bien délimités par des haies où chacun, a, son emplacement, bien délimité, bien contouré. Ici, le petit village, les tiny, il y a pas de clôture, il y a pas de haies, dans le petit village, L'idée, c'est que chacun ait son petit espace, son petit cocon, à soi, mais qu'en même temps, on partage, les espaces à l'extérieur. On partage tous le jardin, il y a des tables de pique-nique à l'extérieur et voilà, il y a des éléments, propices à la connexion, entre voisins et c'est l'invitation qui est faite et et après une expérimentation, d'un point de vue, innovation aussi, les tiny de par, leur mobilité, hem, elles permettent, vraiment d'imaginer, tout plein de choses et des choses que j'avais même pas imaginées, en commençant le projet. Hem
Par exemple, pour vous donner quelques exemples, pendant la crise du covid, on a été, sollicité par la protection civile, qui avait besoin de loger des bénévoles qui étaient mobilisés, pendant la crise et donc on leur a prêté 2 tiny house, donc ils sont venus avec leur véhicule. Ils ont pris, 2 tiny house qu'ils ont embarqués, sur, le parking de leur caserne et pendant plusieurs mois, ils ont logé, des bénévoles, dedans. On expérimente, d'autres choses aussi, au niveau des usages, hem, notamment sur la complémentarité entre les besoins, étudiants, de septembre à juin pendant toute la période scolaire et les besoins, touristiques. Donc à Saint-Brieuc, il y a un gros besoin, de logement, pour étudiants pendant la période scolaire et dans des communes, voisines, du littoral à 30 kilomètres de là, il y a une grosse pression, foncière et un manque, sérieux de logements pour travailleurs saisonniers et même de capacité d'accueil touristique. Et donc là, on est en train d'essayer de monter un projet qui devrait se concrétiser cet été, de faire, transhumer, au moins 6 tiny, les faire, quitter le petit village, fin juin pour servir, de logement, à la semaine, pour, les touristes ou de logement pour, les 2 mois d'été pour des travailleurs saisonniers et revenir, fin août, pour, la rentrée, en septembre. Donc voilà, on expérimente, plein de trucs et pour vous donner les dernières news, il y a un réalisateur, aujourd'hui qui m'a appelé parce qu'il cherche à louer, 2 tiny pour, réaliser une bande annonce, d'un futur jeu pseudo télé-réalité et donc voilà, il peut prendre les tiny, aller les mettre quelque part, tourner un petit film et puis les ramener. Voilà, il y a plein de choses, à imaginer et puis le fait aussi qu'elle soit mobile et dans les premiers mots que vous avez partagés, il y avait liberté, flexibilité. C'est aussi une proposition assez forte, dans le sens où les personnes qui viennent s'installer au petit village, avec, leur tiny, elles peuvent être là, peut-être pour, 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe en fait. Et si elles montent un autre projet ailleurs, à n'importe quel moment, elles repartent avec leur maison. Donc il y a pas, d'engagement, de contrainte, d'installer sa maison là à tout jamais et ça permet, d'imaginer, plein d'autres trucs. Pour vous donner un autre exemple, il y a un couple qui partait, au Canada, pour, 2 ans, qui vit en tiny et qui se demandait si on ne pouvait pas accueillir, leur tiny, pendant les 2 années et puis la récupérerait quand ils rentreraient, voilà, il y a tout plein de choses, qui s'imaginent et par rapport à ce que je disais aussi tout à l'heure, des personnes qui viennent avec leur tiny, 1 an potentiellement et après qui repartent. Il y a Marie qui est la première habitante, qui s'est installée au petit village dans sa tiny, qui s'est installée en Bretagne. Du coup, elle travaille dans une start-up, à Paris, mais elle vient des montagnes autour de Grenoble et là, ça fait un peu plus de 6 mois qu'elle est au petit village et ça lui a laissé le temps de monter, sereinement un projet, sur la commune des 2 Alpes et dans quelques mois, elle va reprendre sa tiny et aller s'installer, de sa région natale et voilà, le petit village, ça aura été pour elle, une transition, le temps de monter son projet, sereinement et d'où, voilà la dernière, le dernier élément que je voulais partager avec vous. Une des vocations, principales du petit village, c'est de contribuer, au mouvement, au déploiement du mouvement des tiny house en France et en faisant ça de plein de manières différentes. Donc en accueillant des personnes, qui vivent, en tiny, pour qui c'est parfois difficile de trouver, un terrain où s'installer et donc là, l'idée, c'est de leur proposer quelque chose, clé en main, éventuellement le temps, pour eux de monter un autre projet ailleurs. Contribuer au mouvement des tiny, en permettant aux personnes de venir découvrir, potentiellement le temps juste d'une nuit ou d'un week-end ou de venir, découvrir en y passant, toute une année ou toute une saison, automne, hiver, printemps, parce que voilà, enfin des personnes, qui s'intéressent à ce mode de vie-là et qui ont besoin d'expérimenter un peu sur le temps long, parce que ça n'a rien à voir de passer tout un hiver en tiny et juste de passer, un week-end en été. Donc des personnes qui aspirent à ça, mais qui ont besoin, d'expérimenter un peu dans le temps long pour confirmer ou non, leur projet. L'idée, c'est de leur permettre, d'expérimenter ça, au petit village, avant de se lancer, dans le grand bain parce que c'est un projet, voilà, qui prend quand même du temps, de l'énergie et de l'argent. Donc ça leur permet de s'assurer de faire, le bon choix en se lançant, ou pas dans cette aventure tiny.
Voilà, un peu, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter après pour garder du temps pour les questions et puis, peut-être une dernière, petite question pour vous, si vous êtes toujours connecté au Menti sur votre portable à côté. Vous, en tiny house, potentiellement oui pour toute la vie, peut-être quelques mois, peut-être une semaine en vacances, pourquoi pas une nuit ou jamais de la vie? OK, OK, il y en a qui sont chauds pour toute la vie, c'est cool. J'aimerais bien quelques mois. OK, il y a plusieurs personnes. Quelqu'un qui est intéressé pour une semaine de vacances. Alors pour info, les Tiny du petit village, elles devraient déménager vers Pléneuf-Valandré, une belle, station, balnéaire pour, juillet-août. C'est un partenariat avec un camping, si vous voulez aller faire un tour là-bas cet été. OK, et plusieurs personnes qui seraient bien tentées, par l'expérience, quelques mois. Et personne, qui a répondu, jamais de la vie, donc tant mieux, vous vous êtes quand même assez positif, sur ce mode d'habitat-là. Voilà, Maxime, c'est tout pour moi. Je vais arrêter le partage. Ouais, merci beaucoup Aurélie, c'est vraiment hyper enthousiasmant et merci pour ta présentation que je trouve top, à la fois la vidéo de la tiny house qui permet vraiment de se représenter ce que c'est et puis tout ce que tu nous as dit sur le petit village. Euh, je propose à tous les participants de poser leurs questions dans le chat et je te les transmettrai. Ça sera, à mon avis, la manière la plus simple qu'elles arrivent de manière un peu structurée vers toi. Mais je vais ouvrir le bal avec une question enfin, dont je sais que plusieurs personnes se la posent, c'est quid des enfants, quid des familles en tiny house? Au sens, quand tu vis effectivement dans 14 mètres carrés plus la mezzanine. On a vu le super lit double très cosy. Est-ce que c'est possible d'avoir des enfants en tiny house? Est-ce qu'il y a des gens qui le font? Comment ça se passe? OK, ouais, c'est une question qu'on se pose souvent. Alors, au petit village, il y a des personnes qui vivent seules, il y a des personnes qui vivent à 2, il y a des personnes qui vivent à 2 avec 2 chats et un chien et qui apparemment vivent bien. Après, avec des enfants, alors moi, au petit village, j'ai pas encore, accueilli, de personnes en famille, en tiny house, mais je sais que ça se fait, il y en a qui le font, soit dans une tiny, conçue, vous avez vu la visite, de Suzy avec une mezzanine, mais il y a des tiny qui sont conçues avec, 2 mezzanines, donc on peut avoir, plus de couchage, que ça. Il y en a aussi, il y a une famille notamment, aux alentours de Montpellier, qui ont construit 2 tiny. C'est une famille avec 2 enfants et ils ont construit, 2 tiny où ils ont réparti un peu les espaces, salle de vie, cuisine, salle de bain, chambre des enfants, et cetera. Et puis, il y en a aussi pour qui, cette expérimentation, c'est un échec et il faut aussi le reconnaître et notamment, mes constructeurs, l'atelier Débranché, à un moment, ils avaient une tiny à revendre. C'est une famille qui avait décidé, de tout quitter, la grande maison pour se lancer à fond dans l'aventure tiny avec, 2 parents et 2 enfants qui ont vécu, 1 ou 2 mois dedans et en fait, ils ont fait marche arrière parce que ça marchait pas. Donc voilà, il y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui ça marche pas. Et voilà, il faut tenter pour savoir si. Mais en tout cas, il y en a qui réussissent. Euh, Alors, peut-être deuxième question, tu as évoqué la différence entre le petit village et ce que vous vouliez faire et un camping. Euh, Comment est-ce que ça se passe? De quoi a besoin une tiny house pour, tu vois, pour que ça soit confortable en termes d'approvisionnement d'eau? Enfin, tu as évoqué ces tiny house qui ont été placées sur le parking enfin, d'un hôpital, si j'ai bien compris. Heu, Est-ce que tu peux t'installer vraiment partout? Est-ce qu'il y a quand même des contraintes? Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus là-dessus? Ouais, alors il y en a beaucoup qui choisissent le mode de vie tiny house aussi dans une quête. Ça, je ne l'ai pas mis dans les avantages de la tiny, la liste des quêtes, mais j'aurais pu le mettre en cinquième élément, cette quête vers plus d'autonomie.
et notamment d'autonomie par rapport au réseau. Donc, il y en a qui souhaitent être autonomes énergétiquement, donc qui installent un panneau solaire pour de la petite électricité. Beaucoup d'installations au gaz pour chauffer l'eau, pour faire la cuisine. Donc l'autonomie énergétique, c'est pas si compliqué que ça. Après, l'autonomie en eau, honnêtement, enfin, il y en a beaucoup qui rêvent voilà, d'être autonomes en eau en collectant l'eau de pluie sur le toit. La réalité, c'est que le volume d'eau de pluie qu'on collecte est proportionnel à la surface du toit. Et du coup, voilà, par définition, avec une tiny, on collecte pas beaucoup de pluie, même quand on est dans une région très pluvieuse. Donc, l'autonomie en eau, si on veut pas creuser de tranchées, avoir des réseaux, c'est apporter une citerne agricole ou avoir un réservoir de mètres cubes qu'on vient remplir avec une source d'eau quelque part. Donc ça, c'est possible. Et puis après, en général, voilà, je le disais, il y a des toilettes sèches. Donc pour les évacuations, il y a uniquement des eaux grises à traiter. Et aujourd'hui, il y a des solutions qui existent de filtres à eau grise où voilà, les eaux usées, du coup, il n'y a plus que l'eau de la douche et l'eau de la salle de bain passe par différentes couches. Autonomie. Après, nous, au petit village, ça faisait pas partie du cahier des charges parce qu'on est en zone urbaine, on est dans la ville de Saint-Brieuc, donc les réseaux étaient là à disposition et c'était pas vraiment pertinent d'aller chercher cette autonomie. D'autant plus que en général, l'autonomie, c'est un vrai choix de vie qui impose aussi des contraintes de vie au quotidien. Voilà, l'autonomie énergétique, il faut être prêt à se dire: «Ah bah, aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup de soleil, donc je ne vais pas recharger mon ordi». Et l'idée du petit village, c'était d'être le plus inclusif possible et d'accueillir des personnes qui ont cette sensibilité-là, qui ont envie de tester ce mode de vie parce qu'ils sont à fond engagés, qu'ils ont envie d'expérimenter l'autonomie, mais aussi accueillir des personnes qui potentiellement n'ont pas de sensibilité écologique. Et du coup, l'idée, c'était de ne pas avoir de frein pour vivre voilà, à peu près normalement. Donc nous, on est raccordés au réseau, mais voilà, il y a des possibilités qui existent. Et du coup, là, la protection civile, bah, il y avait des toilettes sèches et ils ont tiré un tuyau d'arrosage pour apporter l'eau et puis quelque chose pour collecter les eaux grises et puis une rallonge électrique pour apporter l'électricité. Globalement, ça s'est fait assez facilement. Ok, merci beaucoup. On commence à avoir des questions sur le chat, plusieurs qui concernent le terrain, avec des questions qui sont: comment est-ce que tu as trouvé ce terrain à Saint-Brieuc? Est-ce qu'il t'appartient? Comment est-ce que tu as pu y installer les tiny houses? Est-ce qu'il faut regarder le PLU dans une ville pour savoir si on peut y installer une tiny house ou est-ce que c'est pas comme ça que ça se passe? Est-ce que tu aurais des conseils sur des gens qui voudraient faire ce genre de projet pour trouver un terrain qui s'y prête? Mmh. Ouais, bah, alors effectivement, le terrain, du petit village, c'est un terrain familial, donc dont on était déjà propriétaire, donc j'ai pas eu à chercher un terrain en particulier à monter le projet. Et d'ailleurs, c'est l'opportunité du terrain qui a créé le projet et non pas l'inverse. Et c'est une des raisons pour lesquelles le petit village aujourd'hui, c'est le premier. C'est parce que ça a été du coup plus facile de monter ça en ayant déjà le terrain par rapport à certaines personnes qui souhaitent monter un projet similaire mais qui repartent de zéro. Là où c'était plus facile aussi, c'est que c'est un terrain qui est constructible. Donc qui peut le plus, peut le moins. Voilà, du coup, on n'a pas déposé de permis de construire parce qu'on ne construit rien. Demain, si toutes les tiny, elles repartent, bah, il y a plus rien sur le terrain, donc c'est pas un permis de construire, donc on a déposé un permis d'aménager. Donc il a quand même fallu, batailler un peu avec la mairie, pour faire accepter le projet parce que, hem, c'est quelque chose, dont ils étaient pas familiers. En fait, ils avaient jamais eu la demande avant. Donc les services, techniques, de l'urbanisme à Saint-Brieuc, c'était un peu nouveau. Ils étaient un peu frileux, voilà, à valider quelque chose qu'ils avaient pas vu, ailleurs. Donc il a fallu faire preuve un peu de pédagogie, de persévérance et de patience pour leur faire accepter ce projet-là. Mais il n'y avait pas de frein particulier en termes de réglementation parce que le terrain était constructible. Si il y en a qui souhaitent monter un projet comme ça, effectivement sur un terrain qui ne serait pas constructible ou en zone agricole ou en zone naturelle, là c'est plus compliqué.
idéalement, il faut changer le PLU pour définir une zone qu'on appelle une zone stécale, propre à l'accueil d'habitats légers. Donc ça, si on veut faire ça vraiment dans les règles de l'art, et ça peut prendre du temps, où aujourd'hui, c'est un peu au bon vouloir des mairies. Il y a des mairies qui délivrent des permis, enfin, qui accordent les déclarations préalables. En fait, nous, on a déposé un permis d'aménager parce qu'on a installé 5 tiny d'un coup. Si c'est juste pour installer une seule tiny sur un terrain constructible, une déclaration préalable de travaux suffit. Mais après, la mairie est libre d'accepter ou non l'installation. Voilà, et puis après, la réalité aussi, c'est que de par ce flou aujourd'hui législatif, juridique, il y a beaucoup de personnes qui décident de vivre cachées en tiny, en fait, qui savent que ça va être compliqué et qui préfèrent être cachées au fond d'un bois, demander l'autorisation à personne. Voilà, je ne saurais pas dire combien il y a de personnes qui ont fait ce choix-là aujourd'hui en France, mais en tout cas, c'est une réalité qui est là, faute d'avoir plus de facilité à faire les choses dans les règles, parce qu'il n'y a pas vraiment de règles. Et sur la population qui habite en tiny, est-ce que tu as des chiffres? Est-ce que tu sais combien de personnes sont en tiny house en France aujourd'hui, ou dans le monde, ou aux États-Unis? Enfin, Non, en fait, c'est super difficile à dire parce que, enfin, on pourrait compter combien de tiny ont été construites par les professionnels, mais en fait, en réalité, je le disais, l'esprit, il y a quelqu'un à la première question là, qui parlait d'état d'esprit. L'état d'esprit tiny house, c'est aussi voilà, autonomie et donc faire les choses par soi-même. Et donc, il y en a beaucoup qui optent pour la solution autoconstruction. Et du coup, cela, c'est super, c'est très diffus et éparse, et du coup, c'est très difficile de quantifier. En tout cas, au doigt mouillé, je dirais plusieurs centaines de Français. Après, est-ce qu'on a déjà atteint 1000 tiny house en France? Je ne sais pas trop. En tout cas, on doit être à plus de 400, 500, 600, quelque chose comme ça. Et après, par rapport à ce qui se passe à l'étranger, honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé en détail comment était le mouvement dans d'autres pays en Europe ou aux États-Unis. Donc, si quelqu'un a des infos, moi, je suis curieuse de savoir, mais personnellement, je n'ai pas pris le temps de me renseigner à comment ça se passait ailleurs qu'en France. Une autre question, Aurélie, tu l'as évoqué, il y a un projet d'installer des tiny houses dans les Alpes. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus sur est-ce que les tiny sont adaptés à certains environnements plus qu'à d'autres? Est-ce que par exemple des environnements où il fait particulièrement chaud l'été, particulièrement froid, ça amène des contraintes supplémentaires qui rendent la tiny house moins facile à vivre? Euh, Mm. qu'est-ce qu'il en est? Ouais, carrément. Alors, c'est vrai qu'en Bretagne, c'est particulièrement facile et c'est peut-être pour ça aussi que le mouvement des tiny a beaucoup pris dans la région Grand Ouest, parce qu'on a un climat qui est relativement doux, donc il ne fait pas trop froid en hiver et pas trop chaud en été. S'il fait trop froid en hiver, là où ça peut... Enfin, en termes d'isolation, il y a pas de souci. Enfin, soit, nous, on est branché à l'électricité, donc on a des petits radiateurs électriques, mais il y en a pour plus d'autonomie qui décident d'installer un petit poêle à bois, et c'est des maisons qui sont très bien isolées, donc chauffer, c'est pas un problème. Là où nous, on a eu des soucis cet hiver, il y a eu quelques jours où les températures sont descendues très, très négatives à Saint-Brieuc, c'est sur les arrivées d'eau. En fait, parce qu'il y a un endroit où c'est pas enterré, et du coup les arrivées d'eau ont gelé, et là c'était la galère pendant 2 jours et ils n'ont pas eu d'eau. Donc voilà, on est aussi un peu en phase de rodage, donc il y a des petits soucis techniques comme ça auxquels on n'était pas préparé. Donc il y a des solutions qui se trouvent, soit d'isoler les tuyaux avec des trucs qui résistent à des températures très négatives. Il y en a aussi apparemment qui recouvrent le tuyau pour l'hiver de genre fumier. Et en fait, le fumier, ça chauffe et du coup, ça permet d'éviter que ça gèle. Donc ça, c'est voilà, le petit sujet sur les grands froids. Après, sur les grands chauds aussi, c'est une maison qui est légère, du coup, qui n'a pas du tout d'inertie. Et donc qui garde pas la fraîcheur, quoi. Donc s'il y a des canicules, il fait chaud, enfin on aura beau fermer tous les volets, à un moment donné, voilà, la maison elle chauffe, et donc dans ces cas-là, il y a
potentiellement la possibilité de créer un courant d'air, mais sinon la recommandation, c'est d'essayer de déplacer la tiny et d'aller la mettre plutôt sous des arbres, là où il y a de la fraîcheur. Mais du coup, voilà, une tiny, dans vraiment le sud de la France où il peut y avoir des grosses chaleurs, à moins d'être, dans une forêt ou sous des arbres où il y a de la fraîcheur. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a moyen que ce soit pas, très agréable. Et après, sinon d'un point de vue conditions météorologiques et tout ça, un peu comme dans n'importe quel petit espace en bateau, il y a le même problème, mais c'est surtout le sujet de l'humidité. Et du coup, ça en Bretagne, on est assez confronté à ça. Voilà, on est dans des petits espaces, il y a une ou plusieurs personnes à l'intérieur qui respirent, qui dégagent de l'humidité. Et donc, si la tiny n'est pas conçue correctement et que la circulation de l'air se fait mal, bah, il peut y avoir vite beaucoup de condensation sur les fenêtres et des taux d'humidité assez importants à l'intérieur de l'habitat, et auquel cas on peut mettre des humidificateurs électriques, ou le poêle à bois, ça sèche aussi l'air. Enfin voilà, il y a plein de solutions un peu techniques. Merci beaucoup pour ces informations. Tu as évoqué le bateau, donc toi, tu pratiques ce que tu prêches et même tu le pratiques à un niveau supplémentaire puisque tu vis pas dans 20 mètres carrés mais sur 5 mètres carrés, si je comprends bien, qui est la surface de ton bateau à Saint-Brieuc. On a une question dans le chat sur voilà, la comparaison de l'expérience en tiny house et en bateau. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus sur Mm. comment toi tu le vis? Ouais, bah, pour moi, c'est assez, similaire, la tiny et le bateau. Les 2 c'est des micro-habitats mobiles, donc il y a ce même esprit de minimalisme. On ne peut pas, avoir, beaucoup de choses. Il faut vraiment faire le tri sur, qu'est-ce qui est essentiel pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de garder et se débarrasser de tout le reste. Ça, c'est le même esprit minimaliste. Et après, il y a ce même esprit aussi de liberté, de pouvoir se dire qu'on peut bouger avec sa maison. Voilà, on peut déménager avec sa maison sur le dos en tiny, on peut partir potentiellement à l'autre bout du monde et puis sans pétrole. Et ça, c'est l'avantage du bateau, du voilier par rapport à la tiny. Donc c'est assez similaire, voilà, la petite maison qui roule et la petite maison qui flotte. Et puis, un même sujet aussi, d'indépendance, financière, pour donner un ordre de grandeur, peut-être s'il y en a que ça intéresse, le bateau, je l'ai payé 5 000 €, donc c'est bien moins cher qu'une tiny. Après, c'est pas aussi bien isolé, hein, c'est pas pour le coup, le bateau. Ah oui, non, une différence majeure aussi, c'est que le bateau, c'est pas très confortable en hiver, voilà, la tiny, elle est bien isolée, il y a cette chaleur du bois, petit cocon. Le bateau, en hiver, c'est pas aussi confortable, que la tiny. Mais donc je disais, il y a ce même, sujet d'indépendance. Oui, je l'ai payé, 5 000 €, le bateau, et je paye 1 000 € par an pour avoir mon emplacement au port de Saint-Brieuc. Donc il fait 7,50 m, c'est un petit bateau. Et voilà, après, le bateau est très mal isolé, mais en fait, c'est tellement un petit volume que je suis branchée, l'électricité, au ponton du port. Et donc, en fait, le radiateur, il sert pas à chauffer l'espace, parce que ça sert à rien de chauffer l'espace parce que c'est une passoire. Mais en fait, l'espace est tellement petit que le radiateur, il chauffe pas l'air, il me chauffe moi directement. Parce que où que je sois dans le bateau, je suis forcément à moins de 50 centimètres du radiateur, donc c'est moi qui reçois directement l'énergie. Et donc en fait, j'étais assez inquiète par rapport à ça d'un point de vue sobriété énergétique. Je me disais, mince, c'est une passoire le bateau, mais en fait c'est tellement petit que d'un point de vue consommation énergétique par rapport à un habitat classique, ça bat tous les records, quoi. Puis ma petite astuce personnelle, c'est que j'ai un surmatelas chauffant. Donc, que j'ai mis sur mon matelas et je l'allume 10 minutes avant de me coucher. Comme ça, je me glisse dans le lit qui est déjà chaud, et ça fait vraiment la diff. Et justement, tu as évoqué le sujet de la performance énergétique. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus et un peu quantifier la différence d'impact entre la vie dans une maison classique, la vie en tiny house et puis peut-être la vie en bateau? Mmh. Hem, alors, par rapport à ça, donc c'est un discours, qu'on porte, à toutes les entreprises avec lesquelles on travaille, donc dans le cadre de 21-22, agence de redirection écologique. En gros, la courbe, des émissions depuis des décennies, elle fait ça, et demain, il s'agit d'inverser la courbe et de l'inverser avec une pente qui est très, très raide, et diviser par 4 nos émissions en 30 ans. Et pour faire cette inversion-là, il y a 3 leviers en gros. Le levier de la sobriété,
le levier de l'efficacité et le levier de la substitution. Et donc, sobriété, c'est redimensionner nos besoins. C'est avoir besoin de moins, justement dimensionner nos besoins. Après, l'efficacité, c'est une fois que le besoin est justement dimensionné, essayer d'y répondre de la manière la plus efficace possible. Et après, en troisième volet, la substitution, le reliquat d'énergie dont on va avoir besoin, s'assurer qu'il provient de sources d'énergie qui sont le moins carbonées possible. Et en fait, il y a beaucoup d'attention qui est portée dans la transition écologique sur les leviers efficacité et substitution. Voilà, toutes les voilà, l'aéronautique essaie de faire les moteurs les plus efficaces possibles. On développe à fond les énergies renouvelables et tout ça. Et en fait, le levier de la sobriété, aujourd'hui, il est assez peu exploré. Et c'est là, finalement, qu'il y a les plus grandes marges de manœuvre dans les réductions de consommation énergétique et donc d'émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, la tiny house, elle bat tous les records sur le levier de la sobriété parce que par rapport à une maison classique, la surface, elle est peut-être divisée par 4. Après, elle est bien isolée, donc c'est aussi super efficace. Et après, potentiellement, voilà, le reliquat d'énergie dont on a besoin, si on peut se chauffer avec un poêle à bois, du coup, issu d'une source renouvelable, c'est mieux qu'une chaudière à gaz ou un truc avec du fioul. Mais voilà, le fait de vraiment diviser la surface par 4, ça a un impact super fort en termes de consommation énergétique. Donc ça, c'est l'aspect un peu qualitatif. Après, quantitativement, j'ai pas encore quantifié ça. Et il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé, est-ce que tu connais l'empreinte carbone d'une tiny par rapport à une maison traditionnelle? Donc aujourd'hui, j'ai pas la réponse, mais je suis en train d'essayer de brancher un groupe d'étudiants de l'école polytechnique qui fasse un projet scientifique collectif justement dédié à l'étude de l'impact environnemental d'une tiny house par rapport à d'autres modes d'habitat, donc que ce soit la maison traditionnelle ou d'autres formes d'habitat alternatifs que sont les yurts, les carters, les maisons terre-paille ou d'autres modes d'habitat. Donc peut-être que d'ici quelques mois, j'aurai les réponses de cette étude, mais en tout cas, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse quantifiée à apporter. Mais voilà, au doigt mouillé, diviser la surface par 4, un truc bien isolé, ça bat tous les records, quoi. Ça permet de s'aligner avec les trajectoires recommandées par le GIEC. On sera très, très intéressé par avoir les résultats de cette étude quand tu auras fait travailler les étudiants et que tu auras tous les chiffres. Moi aussi, ouais, je partagerai. Vraiment intéressant. On avait des questions plus sur la dimension projet, pour savoir si par exemple c'était une entreprise qui gérait le petit village ou si tu le faisais à titre personnel ou à d'autres, enfin avec quel statut juridique. Et puis les sujets de financement, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible de tenir des prêts de la part de banques pour acheter sa tiny house, voilà, toute cette dimension, comment as-tu construit ce projet? Comment est-ce que quelqu'un qui voudrait vivre en tiny house pourrait le faire? Mmh. Alors, moi, j'avais pas l'intention de créer un village de tiny au départ. Je voulais juste une tiny pour moi. Je rêvais de ce mode d'habitat-là pour moi. Et du coup, j'ai commencé à dessiner les plans de ma tiny dans ma chambre d'étudiante et à contacter des constructeurs, à voir où ça en était le mouvement des tiny en France à ce moment-là. Et puis après, une fois que j'avais la tiny bien en tête, il a fallu la projeter quelque part. Et donc, il y avait ce terrain familial qui était en friche à Saint-Brieuc. Donc, j'ai projeté d'installer ma tiny là-bas. Et après, en fait, le terrain était grand. Et donc, la tiny était toute petite. Et donc, il y avait la place, en fait, d'en installer plusieurs. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais en fait, voilà, j'en fais construire plusieurs. Après, ça fait comme un village. Et j'avais vu qu'il n'y avait pas encore de village en France et ça me titillait. Et donc, c'est à ce moment-là où en fait, en discutant avec mon papa, donc, qui est le propriétaire du terrain, on s'est dit, mais en fait, on va créer une entreprise et puis emprunter de l'argent à la banque et on va monter ce projet. Et donc, c'est comme ça que c'est venu, même si ce n'était pas du tout l'intention à la base. Et donc, on a créé une SARL de famille. Donc, on est tous les deux associés. Donc, voilà, c'est une SARL. On a emprunté de l'argent à la banque. Donc on l'a fait
petit à petit, on n'a pas emprunté tout de suite pour 10 tiny house. C'était d'abord pour la première, ensuite pour les 4 d'après. Il y a eu aussi un investissement pour faire les travaux d'aménagement du terrain, pour amener l'eau et l'électricité à chaque emplacement. Et donc, et au fur et à mesure qu'ils ont vu que ça se passait bien, qu'elles étaient toutes louées, qu'il y avait une forte couverture médiatique, bah, ils ont continué, la banque a continué à nous accompagner sur le financement des tiny suivantes. Et donc là, au total, pour vous donner en toute transparence les chiffres, il y a un investissement de l'ordre de 700 000 euros pour 12 tiny dont on est propriétaire, plus les travaux d'aménagement du terrain. Donc ça n'inclut pas l'achat du terrain parce qu'il était déjà acheté pour 12 tiny, et du coup le reste c'est de l'accueil de la tiny de propriétaires tiers. Donc voilà, les banques peuvent financer ce genre de projet, que ce soit pour un projet professionnel ou pour un projet personnel de mode de vie. Donc après avoir les détails, je ne sais pas si on emprunte en tant que particulier, est-ce que c'est un prêt immobilier ou est-ce que c'est un prêt à la consommation, je ne sais pas trop ça, j'avoue. Peut-être. Enfin, après, s'il y en a qui se posent ce genre de questions, moi ce que je recommande c'est d'aller sur les groupes Facebook qui s'appellent Collectif Tiny House ou Tiny House France. Et dessus, bah, soit vous posez directement votre question, soit vous faites une recherche par mots-clés, et parce qu'en fait, votre question, elle a déjà sûrement été posée des dizaines de fois. Si vous tapez voilà, prêt, banque, bah, il y a plein de gens qui partagent leur expérience, ou si vous tapez assurance, voilà, il y a plein de... Enfin, c'est une mine d'or, ces groupes Facebook, pour les personnes qui souhaiteraient se lancer dans un projet comme ça. Il y a une question sur cette dimension. Est-ce que tu as une licence hôtelière ou est-ce que ta SARL en a une, notamment pour les sujets de location touristique? Non, alors non, nous on fait avant tout, enfin l'activité principale c'est de faire de la location étudiante, donc de la location longue durée. Il y a une seule tiny dans laquelle on accueille ponctuellement, enfin au petit village sur des courts séjours. Et après, pour le projet d'été où l'idée c'est d'accueillir des touristes à la semaine. Voilà, c'est pas notre métier. Moi, j'ai fait ça un petit peu. On a fait ça un petit peu l'été dernier parce que avec le Covid et tout, c'était compliqué pour tout le monde. Donc, on a préféré ne pas déplacer les tiny. On les a laissés au petit village et on a fait quelques locations à la semaine. Mais voilà, c'est un vrai métier qu'on préfère laisser à ceux qui font ça beaucoup mieux que nous. Et c'est pour ça que je suis en train de monter un projet avec un camping à Pléneuf-Valandré. Et l'idée, c'est de leur amener les tiny, leur confier pendant les 2 mois d'été. Ils font ça très bien. Et puis après, elles reviennent chez nous. Nous, on n'a pas la licence là, qui est posée dans cette question. Il y avait une question aussi sur les différents constructeurs de Tiny, et tu as un peu évoqué le fait que les Tiny pouvaient être comment dire, designés en fonction des besoins des futurs habitants. Est-ce qu'il y a disons, des familles de Tiny House? Est-ce qu'il y a déjà des types qui commencent à émerger ou des producteurs qui ont des styles particuliers qui sont reconnus? Comment est-ce que ça se passe? Alors, je dirais que les constructeurs, ils font tous les styles de tiny. Donc oui, il y a différents styles de tiny. Il y en a qui ont des toits à bipentes comme ça, petite allure de petite maison traditionnelle classique. Il y en a, et nous on en a au Tiny House, qui ont un toit monopente comme ça, avec un pan en bardage en tôle bac acier, avec une allure un peu plus moderne. Il y en a qui sont tout arrondis. Voilà, il y a vraiment plein d'allures différentes, mais je pense que les constructeurs ça les fait kiffer d'expérimenter de faire pas de tiny pareil. Et donc, voilà, il n'y a pas de famille de tiny propre à un constructeur en particulier. Après, il y a les constructeurs. Ouais, bon, pour partager comment moi j'ai choisi l'atelier débranché, j'ai contacté différents constructeurs. Il y en a plusieurs qui m'ont répondu. Il y en a qui avaient des carnets de commandes qui étaient complets pour les 2 prochaines années quasiment. Avec l'atelier débranché, moi j'ai eu une très bonne intuition, un très bon ressenti.
notamment parce qu'ils étaient tous les deux, enfin, donc Sébastien et Guillaume, c'est les deux cofondateurs de cette entreprise. Ils étaient ingénieurs aussi, c'était deux jeunes ingénieurs, ils avaient 30 ans et ils venaient de créer leur petite entreprise comme moi. Et voilà, je sentais bien que c'était des ingénieurs, que c'était pas des commerciaux dans l'âme, ils essaient pas de m'entourlouper, c'était super transparent, super clean la relation. On était super alignés sur les valeurs aussi de respect de l'environnement, de promotion de l'économie locale. Et puis après, ils étaient à Rennes aussi. Bon, à ce moment-là, je savais pas que ma tiny, elle allait terminer au petit village avec 20 autres tiny, mais voilà, ils étaient à proximité. Et ça, pour moi, c'est aussi un critère important parce que si demain on a un problème avec nos tiny, je sais qu'ils sont pas loin. Voilà, ils peuvent venir si besoin. Il y a notamment un constructeur qui est assez connu dans le milieu des tiny et qui fait construire ses tiny en Pologne. Donc, elles sortent à un prix qui est beaucoup plus bas que celles qui sont construites par des artisans français. Après, je ne sais pas ce que ça vaut en termes de qualité, mais en tout cas, moi, mon ressenti, c'est que je ne serais pas rassurée s'il y a un problème avec ma tiny qui soit à l'autre bout de l'Europe. Et après, il y a aussi une différence en termes de prix. Il y a voilà, les constructeurs historiques, et notamment un qui est très connu qui s'appelle Baluchon, à côté de Nantes. Eux, ils ont un carnet de commandes plein pour 2 ans et ils se positionnent vraiment sur les tiny très haut de gamme. Donc, ils ont un soin vraiment à apporter aux détails. Laetitia, la fondatrice, elle est designer de formation et c'est vraiment, elles sont très, très esthétiques, mais du coup, en termes de prix, elles sont aussi positionnées un peu au-dessus du marché. Elles peuvent monter jusqu'à 80 90 000. Après, il y a les constructeurs qui ont déjà un peu de bouteilles, voilà, qui ont essuyé pas mal de plâtre sur la construction de Tiny et qui sont aux alentours de 60 000. Et puis après, il y a de plus en plus de constructeurs qui se lancent, qui sont menuisiers ou charpentiers et qui se rendent compte qu'il y a un marché énorme autour des Tiny parce que les gens s'intéressent de plus en plus à ça et qui se lancent dans la construction de Tiny. Donc parfois, ils peuvent proposer des prix plus bas. Moi, le seul point de vigilance, c'est voilà, construire une tiny, ça ne s'invente pas, même si on connaît bien le bois et tout ça. Et voilà, moi, ma recommandation, quand on me demande par rapport au constructeur, mon conseil principal, c'est si ce constructeur a déjà construit des tiny, aller voir des personnes, enfin aller voir ce qui est devenu cette tiny après 1 an d'utilisation, de vie au quotidien, comment ça a vieilli, les problèmes d'humidité, éventuellement d'étanchéité, et des personnes qui ont vécu dans ces tiny-là voilà, pourront vous dire ce que ça donne une fois qu'elles sont sorties toutes belles, toutes propres de l'atelier. Et si c'est une première tiny, il faut faire confiance. Et voilà, le facteur humain, on ne peut pas y faire grand-chose. Moi, je suis hyper contente avec l'atelier débranché. Ils font des tiny qui sont magnifiques. Voilà, il y en a sur les 15 tiny, 16 tiny au petit village aujourd'hui, il y en a 10 qui viennent de chez eux. Donc, je les recommande les yeux fermés. Et voilà. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur la durée de vie d'une tiny house? C'est-à-dire, tu as évoqué voir après 1 an. Est-ce qu'on a déjà un retour sur combien de temps une tiny peut être occupée? Est-ce qu'il faut beaucoup d'entretien après quelques années? Comment est-ce que ça se passe dans le temps? Alors, on n'a pas encore vraiment de recul, justement parce que ce mouvement est encore assez récent en France. La toute première tiny qui a été construite en 2013, je ne sais pas où elle est. Ça pourrait être intéressant de voir ce qu'elle est devenue, cette toute première tiny house française, à quoi elle ressemble aujourd'hui. En tout cas, au petit village, la doyenne du village, elle a été construite en 2016, je crois, donc il y a 5 ans et occupée une bonne partie du temps. Et puis, elle est encore en très bon état. Nous, on n'a que le recul de 1 ou 2 ans et puis il n'y a pas de soucis majeurs. Après, comme n'importe quelle construction en bois, si on veut les faire durer, il faut les entretenir, et notamment d'un point de vue esthétique. Voilà, le bardage à l'extérieur, le bois, il reste vivant, donc il va pâlir, il va griser. Si on veut qu'il garde une belle allure, on peut mettre de l'huile régulièrement. Nous, petit point de vigilance, l'été dernier, on a eu quelques abeilles charpentières qui font des trous dans le bardage, qui ont fait du gruyère dans le bardage de certaines tiny. Donc voilà, faire attention à ça.
Et puis après, ça dépend aussi beaucoup de à quel point on va les déplacer. Comme la route, en fait, ça provoque beaucoup de vibrations et donc il y a des risques de décalage. Donc si on leur fait traverser la France tous les 3 mois, elles risquent de vieillir un peu moins bien que si elles sont plutôt sédentaires. Voilà, il y a tous ces éléments-là qui rentrent en jeu. Une question un peu plus sur les aspects réglementaires et sur le mouvement Tiny House. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a une fédération de Tiny House qui a été créée en 2020. Est-ce que tu pourrais un peu plus nous dire ce que toi, avec ton expérience, tu peux en attendre? Notamment, est-ce qu'il y a des points particuliers dans la réglementation qui posent problème enfin, pour les Tiny House aujourd'hui et qui pourraient être l'objet des travaux de cette fédération? En fait, moi j'étais là à la naissance de cette fédération. Dans cette fédération, il y a des personnes autour du mouvement des Tiny, mais il y a aussi des personnes. Enfin, c'est la Fédération nationale de l'habitat réversible. Donc il y a les Tiny, mais il y a aussi des yurts, principalement Tiny et yurts, mais après c'est ouvert à d'autres modes d'habitat réversible. Et ce qui a amené à la création de cette fédération, c'est le fait qu'on se soit tous rendu compte on s'est tous rendu compte que on passe tous beaucoup de temps à expliquer voilà, ces sujets de législation, de comment s'installer, de tout ça. Et donc, plutôt que de perdre chacun du temps dans son coin à expliquer tout ça, pourquoi on ne mutualise pas les ressources voilà, pour créer du contenu et puis derrière alléger, prendre soin de notre temps chacun. Donc dans cette fédération, il y a notamment l'association Hameau Léger qui est assez moteur. Il y a différents constructeurs, donc Baluchon était là, Bicoque était là, Thiraudou aussi du Finistère était là. Du coup, moi, j'étais là au nom du petit village. Des personnes aussi, des autoconstructeurs, des personnes un peu plus impliquées comme influenceurs dans le mouvement des Tiny aussi, qui se sont un petit peu impliqués. Et donc aujourd'hui, le sujet limitant, c'est la bande passante de chacun pour voilà, faire avancer le sujet de la fédération. Mais en tout cas, le premier projet, un peu au nom de la fédération, qui va avoir le jour prochainement et qui est majoritairement porté par Hameau Léger, c'est un MOOC sur l'habitat réversible qui devrait sortir. Je ne sais pas quand. Ils ont fait récemment une campagne de financement participatif pour financer leur MOOC, justement pour répondre à toutes ces questions. Comment je construis comment ça se passe avec la législation, comment m'installer, tout ça. Et donc ça, c'est le premier bébé qui devrait sortir de cette fédération bientôt. Je ne sais pas exactement où ils en sont. Voilà ce que je peux raconter sur la fédération. Et peut-être pour arriver sur un sujet lié, donc tu as évoqué le fait que tu étais élu d'opposition à Saint-Brieuc et à l'agglomération. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur comment enfin, voilà, ta vision de la politique aujourd'hui, ce que ça peut apporter enfin, comme je te dis, enfin, comme on en a discuté un peu tous les deux, il y a pas mal de critiques aujourd'hui sur la vie politique et des questions sur est-ce que c'est vraiment la politique qui permet de faire avancer les choses ou des mouvements, société civile. Toi, tu as un peu les pieds dans les deux univers. Comment est-ce que tu vois les choses? Hmm. Je pense, enfin, de toute façon, ma réponse à cette question, c'est qu'il y a un tel niveau d'urgence aujourd'hui à enclencher la transition écologique qu'on n'a pas vraiment le temps de se demander est-ce qu'il faut faire ça ou ça. Dans tous les cas, il faut faire ça et ça. Enfin, il faut activer tous les leviers qu'on a sous la main. Donc, s'engager, voilà, monter des projets alternatifs, s'engager dans des associations, militer, faire de la désobéissance civile. Et faire de la politique. Et il y a plein de leviers à l'échelle de la politique locale. Alors, il y a plein de choses. Ouais,
il y a plein de choses qui peuvent être faites. Moi, je suis pas la mieux placée pour parler parce que je suis dans la minorité, donc c'est pas moi qui ai directement les commandes. Je vois qu'il y a des choses qui se passent et qui sont super chouettes. Il y a un projet de lotissement qui a été stoppé à Saint-Brieuc. À la place, ils ont planté un champ de patates, voilà, pour lutter contre l'artificialisation des sols. Il y a des choses qui sont faites et il y a aussi des choses malgré le fait qu'on a l'impression que parmi les politiques, il y a une prise de conscience. Il y a aussi des choses qui continuent à se produire et notamment, là, pour parler de ce que je connais, à l'agglomération de Saint-Brieuc, le conseil d'agglomération, à une très large majorité, a voté pour un investissement de 80 millions d'euros pour terminer une rocade urbaine, voilà, une 4 voies pour fluidifier le trafic routier sur un projet qui sera terminé en 2026 ou 2029, quand de toute façon il faudra abandonner la voiture, le tout voiture, la voiture individuelle. Donc, il y a encore beaucoup de choses à l'échelle de la politique locale qui ne va pas dans un sens qui est souhaitable d'un point de vue respect du vivant et transition écologique, malgré le fait qu'on a l'impression qu'il y a un éveil du côté des élus. Il y a encore beaucoup de décisions enfin, de ce que je vois, hein, après, c'est peut-être pas pareil partout, mais voilà, mon point de vue, c'est qu'il y a encore beaucoup de décisions qui sont prises pour des raisons partisanes, enfin de politique politicienne, et en dépit du bon sens commun, et parfois en dépit des convictions profondes qui sont portées par les élus, mais juste pour des considérations d'appartenance à tel ou tel groupe politique. Donc c'est pas toujours très réjouissant de voir ça de l'intérieur. Et voilà, je sais que tu voulais poser une question, Maxime, sur du coup, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen, voilà, associatif ou quoi par rapport à ça. Clairement, s'il y a un projet comme ça qui se passe près de chez vous et que vous n'êtes pas d'accord, et là, à Saint-Brieuc, il y a eu une pétition lancée par un citoyen contre l'urbanisation de la zone qui va être complètement artificialisée par cette rocade, et puis derrière, sans aucun doute, un développement commercial en périphérie au détriment de la ville-centre. Bah, il faut faire des pétitions, aller manifester, s'allonger là où vont passer les tracteurs pour dénaturer, construire la route. Enfin, à partir du moment où la politique, ne suit pas ou va dans un sens qui vous paraît complètement inverse à ce qui devrait se produire quand on connaît les trajectoires de la transition écologique recommandées par la communauté scientifique et la communauté internationale, clairement, il faut s'opposer. Un gros appel à la désobéissance civile ici. Et Aurélie, ça m'amène à une question qui est liée. Il y a un autre illustre élève de Polytechnique enfin, Jean-Marie Jancovici, qui intervient souvent pour dire qu'il faut former les gens au, disons, aux sous-jacents scientifiques du défi climatique. Qu'est-ce que tu en penses? Et enfin, je te livre un élément de réflexion là-dessus, c'est que je ne suis même pas sûr qu'on ait le temps de former les gens pour que les décisions se prennent. Et je crains que former recule le moment où il faut le faire. Mais je ne veux pas influencer ta réponse et j'aimerais avoir ton sentiment sur cet enjeu de formation. Est-ce que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui? Moi, je suis complètement alignée avec ce que dit Jean Covici sur ce point-là. Nous, 21-22, la manière dont on travaille, dont on voit la redirection écologique, on voit ça en 3 étapes. La première étape, c'est la phase d'éveil. Et cette phase d'éveil, pour nous, elle est essentielle, elle est vitale. Et la phase d'éveil, ça consiste à réaligner l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, donc à la fois au niveau comité de direction, au niveau chef d'entreprise et idéalement au niveau ensemble des collaborateurs, à la compréhension de l'urgence écologique, donc sous toutes ses dimensions, que ce soit le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, l'épuisement des ressources, et la compréhension des trajectoires de transition, de regarder bien droit dans les yeux ces courbes-là,
Et une fois qu'on regarde ces courbes-là bien droit dans les yeux, qu'on fait une fresque du climat, voilà, qu'on comprend le niveau d'urgence et les trajectoires de transition, on se rend bien compte que les ajustements à la marge, ça suffira pas, que c'est vraiment une remise en question en profondeur de nos modèles économiques, de nos modèles de société, dont on a besoin pour respecter les accords de Paris et éviter les conséquences catastrophiques du dérèglement climatique. Donc nous, chez 21-22, on passe beaucoup de temps sur cette phase d'éveil. Et en fait, on se rend compte qu'en entreprise, s'il n'y a pas eu cette phase d'éveil, on pourra parler pendant des heures de stratégie climat, stratégie environnement, RSE, développement durable. En fait, ça ne sert à rien si les gens n'ont pas compris profondément et même en étant touchés émotionnellement par ce sujet-là. Et du coup, voilà, nous, on accorde énormément d'importance à cette phase-là. Et peut-être que ça prendra trop de temps et que les changements qu'on souhaite arriveront trop tard. Mais pour moi, s'il y a pas cette phase d'éveil, en fait, ça sert à rien. Tout ce qu'on fera derrière, ça sera vain si on n'a pas compris profondément pourquoi on le fait. Et ouais, voilà, je sais plus si je voulais dire autre chose, mais Non, mais c'est très clair. ouais. Merci, merci beaucoup. C'est précieux d'avoir ton éclairage avec ton activité de conseil aux entreprises aussi voilà, qui permet de comprendre mieux les enjeux économiques. Euh, on va arriver à la fin de notre conférence, donc peut-être une question plus personnelle pour toi pour finir. C'est donc aujourd'hui, tu vis sur un bateau après avoir vécu dans une tiny house pendant quelques années. Euh, Est-ce que tu pourrais t'imaginer vivre à nouveau à terre à l'avenir? Qu'est-ce qui pourrait t'y Mmh. faire revenir et où est-ce que tu te verrais? Mmh. Alors juste, je me permets de corriger, en fait, moi, j'ai jamais vécu en tiny house. Ça, c'est un peu voilà, l'arnaque du siècle. Je monte un village de tiny, j'ai jamais vécu en tiny. Parce qu'en fait, quand le projet a démarré, moi, je travaillais à Paris et du coup, Suzy, ma première tiny, elle a tout de suite été louée et puis enfin, il y a un étudiant qui a vécu dedans pendant plus d'1 an et puis, après moi, je suis venue m'installer à Saint-Brieuc et directement, j'étais sur le bateau. Donc la tiny, j'y ai passé, voilà, pas plus de 2 semaines, d'affilée. C'était trop grand pour moi la tiny. Non et puis plus sérieusement, moi, j'aspire, oui, à retourner sur terre et notamment, parce que, ce que j'ai envie de développer comme activité pour la suite, c'est, une activité, agricole et j'aimerais beaucoup, enfin voilà, ce dans quoi je me projette, dans les prochaines, années, c'est, de m'installer, sur une ferme et de planter des arbres fruitiers, de produire, voilà, des fruits, peut-être des petits fruits, d'avoir des poules pondeuses et puis peut-être des ruches, et puis développer une activité d'accueil autour de l'écopsychologie, de la communication non violente, de l'acro-yoga. Voilà et pour faire tout ça, j'ai besoin de me poser sur un lieu et j'aimerais beaucoup que ce lieu, ressemble à Montléger, avec voilà, une vie en collectif et puis des personnes qui vivraient dans des micro-habitats réversibles autour d'un bâti qui servirait d'espace commun. Donc peut-être qu'un jour, je volerai quelques tiny house du petit village pour les faire déménager sur un autre lieu de vie. Saint-Brieuc, c'est une belle transition pour moi depuis Paris, mais c'est encore trop urbain et j'aspire à quelque chose de plus rural que ça. Voilà, je ne sais pas encore où je vais terminer, mais voilà, c'est à ça que j'aspire. Et puis, tu avais une question aussi, est-ce que tu te vois développer d'autres villages de tiny? Moi, non, parce que voilà, j'ai d'autres projets qui m'appellent. 21-22, ça m'occupe beaucoup, ça m'enthousiasme beaucoup en ce moment. Et puis les projets là dont je viens de parler. En revanche, il y a beaucoup de personnes, qui sont intéressées pour monter des projets, similaires ailleurs, et du coup, j'essaye de prendre le temps de répondre et voilà, c'est aussi pour ça que j'étais très heureuse de répondre à votre invitation. Moi, j'ai eu la chance d'avoir déjà le terrain, d'avoir un écosystème, soutenant, pour, monter ce projet-là et ce qui fait que j'ai eu la chance de le concrétiser, rapidement. L'idée aujourd'hui, c'est que l'expérience du petit village puisse servir à d'autres qui ont envie de monter
voilà, on a essuyé les plâtres, vraiment, on a testé plein de trucs et j'aimerais beaucoup que l'expérience du petit village, serve, à d'autres pour faciliter, voilà, le montage de projets, similaires ailleurs. Parce que je pense que c'est un type de projet qui est vertueux et qui mérite à essaimer et du coup, voilà, je souhaite que ça essaime à travers, des personnes autres que moi et dans plein d'autres coins de la France. Mmh. Ah, tu es en muet, Maxime. Pardon, c'est mon fils qui est à côté qui s'est exprimé. Je dis l'appel est lancé, il est très clair à tous nos participants de ce soir ton, ton expérience pourra tous nous inspirer pour ces projets. Merci beaucoup Aurélie, c'est passionnant et félicitations pour tout ce que tu as fait et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de Aux Actes Citoyens. Merci à vous pour l'invitation et puis bonne prochaine conférence avec d'autres. Merci, bonne soirée à tous. Et merci à tous les participants. Merci beaucoup. Merci.